de France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce mercredi, nous sommes le 27 février avec cette question du jour. Comprenez-vous la décision de Decathlon de renoncer à la commercialisation de son hijab de running? On en parle dans quelques minutes avec Faiza Ben Mohamed, avec Gamal Abina et Razik Metiche. Et avec vous, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. Algérie, alors que le directeur de campagne de Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il déposera sa candidature le 3 mars, faut-il craindre un durcissement des manifestations? Nous serons en lien et en direct d'Algérie tout à l'heure pour les dernières infos. Le zapping, les infos zappées et le grand débat, auditeurs invités à faire vos propositions tout à l'heure en direct. C'est parti pour votre LGF sur votre radio jusque 18h, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est votre LGF, le grand forum, la seule et unique l'émission de liberté d'expression. N'ayons pas peur de le dire sur la bande FM, oui, avec aujourd'hui Gamal Abina. Salut Gamal. Salut. Monsieur Razik Metiche. Bonjour. Avec son super maillot d'Algérie. Oui. Aujourd'hui, il est algérien. Oui. Il a quitté Marseille. Jamais, non, on quitte jamais Marseille. Oui, Marseille, tu l'aimes ou tu la kiffes? Et Allez, bah, c'est là. notre niçoise est là aussi, Faiza Ben Mohamed. Bonjour Faiza. Bonjour à tous, salut Razik, salut Gamal et bonjour aux auditrices et auditeurs. Bonjour Faiza. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on peut se dire finalement qu'au lendemain d'une polémique stérile, nous sommes vraiment dans un pays de schizophrènes, mes amis. Decathlon assume la commercialisation d'un hijab, c'est-à-dire un couvre-chef destiné aux femmes musulmanes qui souhaitent pratiquer la course à pied tout en gardant leurs cheveux et leur nuque cachés. Lorsqu'on a parlé également du voile et du niqab à l'université, on nous a dit qu'on finalement on interdirait à ces jeunes filles d'étudier, elles étudient. Il faut aussi faire un pas vers la République, faire un pas vers la liberté et c'est à ces femmes de s'adapter. Même condamnation chez la députée En Marche Aurore Berger. Mon choix de femme et de citoyenne sera de ne plus faire confiance à une marque qui rompt avec nos valeurs. Tweet de Marine Le Pen, à fond l'islamisme. C'est vraiment ce qu'on appelle le putaclic, c'est la peau à troll. C'est vraiment le sujet, le bad buzz, et on rend service à Decathlon, parce qu'on fait une publicité pour le marketing communautaire. C'est une vision de la femme que je ne partage pas, évidemment, hein, vous l'imaginez bien. Si on souhaite l'égalité femmes-hommes, ça n'est pas pour que les femmes cachent leur visage. Faire de l'argent de tout n'est sans doute pas dans mon éthique. J'ai envie d'une société où l'homme et la femme pleinement puissent être considérés à égalité sans aucune contrainte ou aucune pression. Eh bien, heureusement qu'ils renoncent. Parce que je pense que pour des raisons commerciales, troubler les esprits. Et puis on sait très bien qu'il y a des femmes qui choisissent, mais il y en a tellement, des jeunes femmes, qui sont sous la pression sociale et qui n'ont pas le choix. Et moi, je pense qu'on est dans un pays où on doit pouvoir courir et se vêtir comme on veut. La société française, c'est une société qui refuse qu'on couvre le visage et le corps humain à l'excès. Pour nous, l'image de la femme, c'est une image de liberté. On a ça, ce type de produits hijab ou autres pour faire du sport dans tous les pays du monde et ça ne suscite pas ces polémiques-là. Dès qu'il s'agit de l'islam, il y a finalement une forme de suspicion tout de suite et ça devient insupportable pour nos concitoyens musulmans. Et la seule, j'allais dire, déclaration raisonnable, celle d'Aurélien Taché, député En Marche, qu'on a eu d'ailleurs l'occasion de recevoir ici sur ce plateau. Et alors là, je vous ai passé qu'un extrait de réaction. Il y en a eu. Alors là, pour le coup, tout le monde est d'accord, hein, de droite comme de gauche, tous sont d'accord pour dire que c'était un scandale ce que faisait Decathlon. On est quand même dans un pays où on voudrait interdire un droit. Parce que le fait d'être une femme et de pouvoir courir, pouvoir faire son footing quoi, avec un foulard sur la tête, c'est autorisé, d'accord? Et eux, ils veulent l'interdire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est dans un pays de schizophrènes. Petite réaction, Faiza, d'abord. On a appris donc hier soir que Decathlon renonçait. Alors, on va écouter dans un instant le directeur de Decathlon qui s'en est expliqué, hein, ce pourquoi il renonçait. On pensait que c'était dû à la pression de la fachosphère, parce que appelons-la comme ça, c'est vraiment de la fachosphère qui s'est employée, en tout cas, à mettre une pression énorme. Le directeur de Decathlon dit non, c'est pas cela, c'est autre chose. Faiza, première réaction? Moi, c'est sincèrement une polémique que je trouve absolument scandaleuse, tant sur son contenu, mais aussi sur son issue. On a un article qui sort sur le site d'information Alkans,
qui fait état de cette mise en vente depuis jeudi soir du hijab de running par Decathlon. Très rapidement, toujours les mêmes qui réagissent, les trolls du printemps républicain. On va pas se fatiguer à les citer. On sait qui ils sont. On sait qui sont. Et ça fait partie de la gauche identitaire. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas toujours croire que ces polémiques elles ne naissent que par l'extrême droite ou par le Front National. Ces polémiques elles sont alimentées par tous les bords, y compris la gauche identitaire. Après, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la position de Decathlon, elle a été, ils ont été droits dans leurs bottes toute la journée d'hier, en expliquant qu'ils allaient assumer ce choix et que de toute manière, ils n'étaient pas là pour exclure quiconque et qu'ils voulaient faciliter la pratique du sport aux femmes voilées. Soit. Et à 18h, le coup de théâtre, ils sont obligés d'annuler cette mise en vente. En tout cas, c'est une décision qui est pour l'instant provisoire, parce qu'ils ont été menacés, injuriés, et qu'il y a des gens qui se sont présentés dans leur magasin pour agresser physiquement des employés des magasins. Et ça, c'est pire que tout. C'est vraiment là où la polémique, elle est allée beaucoup plus loin que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez des employés de Decathlon qui craignent pour leur intégrité physique. Et ils sont cautionnés par une certaine caste politique et les prises de position des uns et des autres. Alors j'ai entendu tout à l'heure dans la bande que tu as passée Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn. Voilà, je veux dire, c'est au plus haut niveau de l'État où finalement les ministres légitiment la discrimination. Alors toi, Razik, qui a beaucoup voyagé dans le monde, Razik, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une spécificité à la française, d'une schizophrénie à la française? Totalement. Pour le coup, oui, j'ai eu la chance de voyager. J'avais vu, par exemple, dès 2010-2011 sur les plages turques ou sur les plages thaïlandaises, des burkinis, des hijabs sportifs. Ça ne posait aucun problème, aucune espèce de problème. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'on va en Turquie, vous pouvez avoir dans la même table, en train de manger, une dame en foulard, une dame qui est en train de fumer, quelqu'un qui boit de l'alcool, et tout ça ne pose pas le moindre problème du monde. Ouais. Ça, c'est pour la comparaison mondiale. Ouais. La deuxième chose, la laïcité à la française, faut bien l'avoir et toujours le garder à l'esprit. C'est pas la norme, c'est l'exception. Ça veut dire que la conception française de la laïcité, et encore plus aujourd'hui, le dévoiement, que certains veulent faire du paradigme de la laïcité font qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'offensif et quelque chose clairement ciblé autour de l'islam. Troisièmement, on parle souvent d'islamophobie. Hier, ce qu'on a eu, c'est de l'islamo-hystérie. Clairement, un nouveau terme, islamo-hystérique. Allez, on prend. Pour le coup, si on n'a pas raison gardée, on aurait pu croire qu'hier, l'événement fondamental en France et dans le monde de ce février 2019 était la vente d'un hijab à Decathlon. Excusez-moi, c'est un non-événement en fait. C'est un événement qui relève quelque part du sport, de l'activité économique, mais qui relève en rien du débat politique français. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas quelque chose qui servait à couvrir l'intégralité du visage. C'est quelque chose qui est un hijab sportif. Ça veut dire le port du voile est permis dans la rue. Le port du voile et n'est pas contraire à la laïcité. Il faut rappeler quand même que la laïcité concerne surtout et avant tout le service public et les agents du service public qui doivent faire montre de neutralité et qui permet l'exercice, la neutralité de l'État pour permettre l'exercice de toutes les religions et même de ceux qui ne veulent pas pratiquer de religion. C'est le cas de la laïcité et aujourd'hui on en est très loin. Une dernière chose aussi pour abonder dans le même sens que Faiza, on a eu les plus grands dignitaires de l'État qui se sont mêlés de la question. Je pense à Gérard Larcher qui est président du Sénat, qui est quand même le troisième personnage de l'État dans l'ordre constitutionnel, qui en plus nous fait un hiatus sur la morale, quoi. Que les républicains nous fassent un hiatus sur la morale économique, faut se pincer quand même. Et pour finir, oui, c'est le consensus quasi unanime. Ça va de France Insoumise. Je pense que si on tendait le micro au NPA, peut-être que aussi ils ont une conception de la laïcité, et ça va jusqu'à l'extrême droite.
que certains, comme le Printemps républicain, comme l'extrême droite militante, comme l'extrême droite identitaire, s'accaparent du problème. Je pense qu'ils sont dans leur rôle. Le problème est qu'aujourd'hui tout le monde a dit la même chose et que in fine, on a eu, comme l'a rappelé justement Faiza, on a eu le personnel de Decathlon qui se sentait menacé, on a eu les hautes instances dirigeantes de Decathlon qui ont communiqué dans ce sens en se disant on ne veut pas mettre en péril la sécurité de nos magasins et de nos et de nos employés. C'est bien que là où le bas blesse, c'est que c'est peut-être que ces gens se sentent un petit peu le vent en poupe lorsqu'ils voient que d'Aurore Berger à Gérard Larcher, en passant par Muriel Pénicaud, en passant par Agnès Buzyn, 4 maires des Insoumises, qui a véritablement quasiment un consensus comme rarement depuis 1945 qu'il y en a eu en France, dans un pays de tradition gauloise qui aime comme le disait le général de Gaulle, qui aime s'engueuler. On a un consensus autour de ça qui est quand même hallucinant. Juste pour mettre un bémol, j'ai particulièrement apprécié les déclarations de la ministre des Sports. Il faut quand même replacer les choses dans le contexte. Le sport est un vecteur social puissant. Le sport permet l'émancipation. Le sport permet l'inclusion. Aujourd'hui, en voulant restreindre à chaque fois le champ d'activité de ces femmes voilées et en prétendant que c'est pour les libertés, de fait, on va à l'encontre et on va même en contradiction même par rapport à l'objet qu'on prétend. Donc pour pouvoir libérer les femmes qui seraient voilées, encore faudrait moi me faire la démonstration quand les dévoilons libéraient, parce que c'est un vieux concept qui remonte jusqu'au temps de la colonisation. On peut reprendre les affiches, dévoilez-vous en pleine guerre d'Algérie en disant vous êtes si belle lorsque vous êtes dévoilée. Enfin voilà, c'est un vieux concept qui est hérité de la colonisation et voir que la ministre des Sports a rappelé juste ce qui est le b.a.-ba. Le sport permet l'inclusion, le sport est un moment de partage. Pourquoi exclure lorsqu'on peut inclure? C'est vraiment ça, moi, là où le bas blesse. Moi, je vais prendre ces gens-là et pousser la logique jusqu'à son contraire. On est en train de refuser à ces femmes-là d'accompagner leurs enfants en sortie. On est en train de refuser à ces femmes-là de pouvoir travailler en crèche. On est en train de refuser à ces femmes-là et de compliquer leur insertion professionnelle. On est en train de refuser à ces femmes-là l'accomplissement tranquille du sport. Mais au final, vous les enfermez. Au final, c'est vous qui les privez. Le meilleur avocat des femmes, Razik Métiche, il n'y a pas photo. Gamal, est-ce que finalement tout ça n'est pas pour étouffer un petit peu quelques grands sujets? Je pense aux gilets jaunes, je pense à différents problèmes que rencontre l'exécutif. L'affaire Benalla qui a été libéré d'ailleurs hier soir de prison. Il a fait une semaine au HEPS. Gamal. Oui. La schizophrénie à la française, là. Je ne crois pas une seconde qu'il y ait une schizophrénie à la française. Je pense que c'est très très bien organisé, très planifié. La question que tu viens de me poser à l'instant est très symptomatique. Ils veulent voiler le mouvement des gilets jaunes. Et le problème en France, j'ai un vrai problème avec la laïcité. J'ai un vrai problème avec ces hystériques racistes qui ne veulent pas reconnaître leur problème avec les Arabes, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Ouais. On est, me semble-t-il, dans un marché libre. Je ne crois pas que Decathlon ait enfreint la moindre loi. Si c'était le cas, donc il fallait les poursuivre. Non, on utilise les méthodes mafieuses. On envoie des gens intimider, des vendeurs dans un. Et j'imagine que les vendeurs intimidés, particulièrement, devaient être bien bronzés. Et on utilise évidemment une fois de plus ces histoires de voile pour instrumentaliser quoi? La question de la présence visible des arabo-musulmans de France. On attaque. En plus, moi, je parle de lâcheté. Toutes ces personnes qui ont osé sortir de leur cave, parce qu'ils sont dans une cave aujourd'hui. Macron les a annulés, les a atomisés aux dernières élections. Macron a décidé de faire la paix, ou du moins de calmer le jeu avec la question de l'islam. Et eux, la première chose qu'ils sortent pour pouvoir exister, c'est d'attaquer sous quelque forme que ce soit les musulmans. On a toujours une hystérie pour le coup, mais organisée, planifiée, réfléchie pour exister. Il faut se souvenir d'une chose quand même qui est symptomatique, c'est qu'effectivement, comme vient de le rappeler notre ami, en Algérie, quand on massacrait les populations indigènes, c'est comme ça qu'on les appelait, pour essayer de récupérer soi-disant la moitié de la population, à savoir les femmes, on a commencé à faire des cérémonies de dévoilement public. On traduit, c'est une façon d'humilier la population en prétendant l'émanciper. On a déjà vu ça dans d'autres sphères. Et aujourd'hui, en France, évidemment, dans un pays qui a une tradition très longue de colonisation, qui a une tradition très longue de domination et de prétention, on prétend à nouveau libérer des femmes qu'on va exclure une fois encore, contrairement à ce que disait je ne sais quel ministre, qu'on va exclure encore d'où cette fois-ci du sport, après les avoir exclus de l'école. En 94, la conséquence des différentes lois qui ont été votées contre le voile a exclu des milliers de filles de l'école. C'est ça qu'il faut rappeler, alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Aujourd'hui, on nous présente ça comme une libération. J'ai envie de dire, mais comment se fait-il que dans ce pays qui se vante tellement de la laïcité, je suis un adversaire farouche de la laïcité. Comment se fait-il que dans ce pays merveilleux où la laïcité doit soi-disant calmer la relation entre l'État, le citoyen et le religieux, c'est le seul pays au monde, où on a des problèmes interreligieux et où on est très offensif contre le religieux musulman comme par hasard. Et pour finir, je prends l'exemple de l'Angleterre, où la reine d'Angleterre est la reine de l'église anglicane. Il n'y a pas de problème en Angleterre. Je prends l'exemple de l'Allemagne, il n'y a pas de problème.
Bizarrement, on n'entend jamais parler de point de voile. C'est pas les meilleurs pays du monde, mais au moins sur ce terrain-là, il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas de problème. Donc faut se poser les bonnes questions aujourd'hui. La carte de l'islam est toujours bon, en tout cas pour noyer quelques problèmes. On le voit encore une fois. Du coup, on vous pose la question, est-ce que Decathlon a bien fait de céder? Vous êtes 80% à penser que non sur Twitter, le grand forum FM2 pour voter. Sur Facebook, 86% à dire non également. C'est sur France Maghreb 2 évidemment que vous pouvez voter. Vous continuez de voter et vous nous appelez bien sûr. Et c'est ce qu'a fait Brahim qui nous appelle au 01 40 33 9000. Salut Brahim. Salut, bonsoir tout le monde. Brahim, il nous appelle de Marseille, étant donné l'accent, on pouvait pas être ailleurs. Brahim, quand il appelle, il amène le soleil, l'accent. Eh oui, il fait 21 degrés à Paris, donc pas de jaloux les gars. Hein. Tout va bien. Bon, bonsoir à tout le monde et Faïza, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci beaucoup. Tu m'as reconnu? Non, pas du tout. Le théâtre des Flamands? Ah oui, d'accord, ok, alors, c'est bien fait. C'est ça? C'est ça. Faiza fait appeler ses amis à la radio, c'est bien. Voilà. Non, mais alors c'est pas un ami. Brahim, il faut que vous sachiez, comme ça maintenant tout le monde. Je vais te griller, Brahim. Brahim, c'est un des meilleurs amis de mon père. Brahim, c'est le frère de Moussa Maskri, l'acteur. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Bienvenue Brahim donc. C'est une belle grillade alors. Ah absolument, voilà. Absolument. Écoute, c'est gentil. Alors Brahim, voilà, je vais revenir moi sur cette polémique de Decathlon. Ça leur fait une belle pub d'ailleurs, entre soit dit en passant. Ouais, en même temps. À fond la forme, les gars. En fait, de faire à chaque fois. Moi, je me demande si un jour Nike vendrait des kippas, si ça ferait le même bordel. Nike vend déjà les hijab running, mais à un prix beaucoup plus élevé. Ouais, Nike, ils le vendent déjà. Absolument. C'est une marque mondiale et ils ont trop de parts de marché pour pas de vendre. Mais le problème, c'est que Decathlon, c'est français, c'est ce qui pose problème. Oui, bien sûr, mais ça reste américain. Ils sont protégés par les États-Unis. Moi, j'étais dans l'ignorance totale, donc ça n'a pas trop fait de bordel. Ouais. Aujourd'hui, Decathlon veut vendre des hijabs et c'est le bordel. Et d'un autre côté aussi, je me dis que le foulard, c'est un signe de religieux, c'est un signe de soumission à Dieu. Je veux dire, une femme, si elle a envie de courir, le bandana, c'est aussi bien. Les bonnets aussi, ça couvre les cheveux. Oui, de toute manière, il y aura toujours des solutions. Je veux dire, là, ça change rien. En réalité, ça change rien. Sauf que... Vas-y, Brahim, vas-y. Quand ça touche notre religion, c'est à chaque fois le bordel, quoi. Ouais. Voilà, c'est à chaque fois le bordel. C'est là où c'est que Le Pen se régale. C'est là où c'est qu'il y a... Pacal et bien d'autres pour qui on a voté d'ailleurs et voilà quoi. Maintenant Decathlon fait son fonds de commerce. Moi je trouve que c'est pas mal. Merci Brahim, merci beaucoup. Merci à vous, bisous à tout le monde. À bientôt Brahim. Salut, à bientôt. Et bonjour au papa de Faiza donc du coup qu'on l'on salue d'ailleurs parce qu'il doit nous écouter. Oui, certainement. 01 40 33 9000 bien sûr. Alors je voulais vous faire écouter avant d'accueillir Monji qui nous appelle aussi de Marseille décidément la réaction du directeur de Decathlon interrogé ce matin chez nos confrères d'RMC au micro de Jean-Jacques Bourdin. Elle est où? Bon, elle est pas là apparemment, donc ça sera pour plus tard la réaction du directeur. Mais en tout cas, voilà, pour faire résumer, elle est toute simple, c'est que effectivement, il parle de problèmes de sécurité vis-à-vis de ces magasins, de ses employés qui ont été menacés, et c'est pourquoi donc ils ont décidé, le groupe Decathlon, de suspendre donc cette vente de ce fameux hijab. Et d'ailleurs, on peut saluer quand même, Faiza, la réaction du modérateur de Decathlon. C'est exactement à lui que je pensais. Le fameux Yann. Il a dû bien dormir hier soir. Excellent dans ses réponses. Ces gens-là qui devraient faire de la politique. Absolument. Il a été, mais même pas, parce qu'en plus même ses réponses, elles étaient pas finalement vraiment politiques. Il a fait des réponses qui sont conformes au droit et juste le droit, et il a tout fait pour ne pas, parce qu'ils ont été insultés, il faut le savoir, du matin au soir pendant 48 heures. Bien sûr. Donc il aurait pu répondre à un moment donné, craquer et répondre de manière sèche et tout. Et même dans l'insulte, même dans l'injure, même dans la véhémence, il a vraiment répondu de la manière la plus digne qui soit.
ce monsieur, j'espère qu'il va passer directeur de la communication chez Decathlon parce qu'il le mérite carrément. Ah ouais, carrément. Et ça nous rappelle à quelque chose qui n'a rien à voir, mais qu'il est important de dire, le métier de community manager est un vrai métier. Absolument. Et on les salue. Ça peut s'improviser aujourd'hui sur la tenue des réseaux sociaux et tout, et je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui se serait comporté de la manière dont s'est comporté ce monsieur. Manji est avec nous de Marseille. Salut Manji. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un bordel total là, ici. Allô, bonjour Manji. C'est le soleil, je crois, c'est le soleil. Omar, il nous appelle d'Olnessou. Olnessou, est-ce qu'on nous entend? On nous capte à Olnessou, non? Ouais. Tout va bien, Omar. Salut à toi. Ouais, salut à tous tes invités. Moi, je vais être très rapide. Vas-y. Sur cette polémique là, Decathlon, si tu me permets. Vas-y, Omar, on t'écoute. J'en ai marre de ces hystériens en France, c'est dingue. Les débats sur l'islam tournent régulièrement autour de sujets secondaires. Je suis désolé, le voile ne concerne pas la métaphysique, ni la foi, ni la philosophie. Et c'est là où moi je dis aux musulmans, ne nous positionnons pas par rapport aux islamophobes. Situons le débat ailleurs. L'homme qui est censé être pris comme modèle par l'ensemble de la communauté musulmane n'a pas délaissé ses principes de paix, d'amour, des questions philosophiques, même dans l'hostilité de ses ennemis. Et c'est ce qui a fait qu'il est venu même en aide à ces derniers quand ils étaient dans une situation de famine. Ce que je vais dire par là, c'est que la seule façon de combattre l'islamophobie, c'est d'appliquer le message d'amour et de paix que préconise l'islam. Que ça ne devienne pas un discours, mais une réalité ancrée dans nos relations. Pas dans le but de plaire ou de convaincre. Les islamophobes, de toute façon, on ne pourra pas les convaincre. Mais déjà, il y a une partie de la population française, sincère, qui n'est pas islamophobe, mais qui questionne quand même un certain nombre de choses chez les musulmans. Parce que déjà, la propagande médiatique et l'amalgame répétitif fait que, parmi eux, beaucoup en arrivent à penser que derrière le burkini, ou même derrière ce voile sportif, il y a le projet des islamistes. Et les musulmans ont la responsabilité de démontrer la réalité qui contredit cette thèse. Encore une fois, pas pour convaincre ou faire du prosélytisme, mais pour rassurer avec du factuel. D'ailleurs, l'une des sourates, en l'occurrence la 80, illustre bien cette situation. Il reproche au prophète de négliger celui qui veut l'écouter, parce que préoccupé par celui qui ne veut pas l'écouter, noyé dans son orgueil. Il ne faut pas qu'on néglige ceux qui questionnent et qui sont dans la quête du vivre ensemble. Parce que émotionnellement, nous sommes touchés par les islamophobes qui veulent nous déstabiliser. S'ils veulent focaliser le débat sur le voile, il faut que nous le déplacions ailleurs. L'élément central de la religion musulmane, c'est la liberté, la quête de sens, la justice et l'amour, pas le voile. Qui veut répondre à Omar? Merci. Franchement, Omar. c'est très compliqué de rebondir après une telle grandeur d'esprit et de vue. Merci, tout simplement. Bon, j'ai pas envie de dire plus. Bon, nickel alors. Voilà, et pour le coup, il a raison. Il faut déplacer parfois le débat. Réellement, tourner 24 heures plus 48 heures sur le foulard, sur la non-vente ou la vente d'un foulard sportif à Decathlon montre bien à quel point il y a de l'islamo-hystérie dans ce pays. L'islamo-hystérie, Manji, tu partages? On l'a retrouvé, notre ami Manji de Marseille. Bonsoir. Non, je partage pas. En fait, c'est pas le voile en lui-même. Bonsoir. Excusez-moi, je sais pas si c'est bonsoir ou pas. Bref, c'est pas le problème, c'est pas le voile. C'est en fait ce qui voile ce voile-là, en fait, qui est important. Parce qu'en fait, on a vu un discours. Moi, j'ai regardé un petit peu les ce matin. Quasiment personne n'est revenu sur les menaces. C'est ça qui est important, en fait, de signaler. C'est pas la question parce que ce bonnet-là, tout le monde peut l'acheter. Il y a d'autres magasins qui le vendront, c'est pas le problème. Ils vont sur Internet, ils vont pouvoir l'acheter. C'est pas ça qui pose problème en fait. C'est ce qu'on a voulu faire qu'on a voulu faire un symbole. Et de suite, on a convoqué l'islamisme. Ce matin, j'entends des journalistes. Mais quand même, ce pays, on a tué 130 personnes. Vous savez, de suite, ce voile-là. Ouais, les raccourcis, ouais. Oui. Il devient toutes les musulmanes, comme elle l'a dit, Zeynep El Arazouei, qu'on poursuit d'ailleurs en justice, toutes les musulmanes, elles sont porte-étendard de Daesh, du terrorisme. Voilà. Et moi, je vous raconte une petite histoire ce matin. Ce serait bien qu'elle la ferme un peu. Vite rapidement. Ce matin, on a on m'a appelé, on a une conférence avec Yasser Louati le 9 mars à Marseille. Oui. Ce matin, la salle, on m'appelle, me dit on peut pas, c'est pas possible, votre affiche et tout, avec des partenaires qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas partenaires. En fait, les gens sur Internet, ils ont trafiqué notre affiche principale et l'ont envoyé à la salle. La préfète, elle a sommé la salle de ne pas d'annuler la conférence. Pour l'instant, on est en stand-by. On vous communiquera plus largement plus tard parce qu'on est en train de relayer. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais des gens, ils ont fait des faux
avec des faux tweets antisémites. Ils ont envoyé ça à la salle pour nous empêcher de tenir la conférence. On vous tient au courant, évidemment. Bien sûr, mon Dieu, j'écoute bien. J'écoute bien. Merci, mon Dieu, pour l'info. C'est un scandale, vraiment. Dans ce pays, la liberté d'expression, alors qu'on aime donner des leçons à tout le monde. Hein, la France est l'étendard de donneuse de leçons à tous les pays du monde. Faudrait qu'ils viennent, qu'on prenne exemple ici sur ce qui se passe. Mais les responsables du monde de ces pays visés ont de quoi répondre. Hein. Franchement, ça devient abusé, ça devient gravissime dans ce pays. La liberté d'expression qui se restreint de plus en plus. Là, on parle d'une conférence qui devait effectivement avoir lieu le 9 mars prochain à Marseille, dans laquelle il devait y avoir donc Yasser Louati et Essi Abdelaziz Chambi et d'autres personnes pour parler de l'islamophobie, mais pas seulement. Et on aurait trafiqué donc l'affiche pour faire pression auprès de la salle. C'est les méthodes à la Manuel Valls, ça. Absolument. Les méthodes. D'ailleurs, il n'a pas pris un avion là pour s'exprimer sur l'affaire du décathlon, du hijab. On sait que dès qu'il y a une affaire comme ça, il aime bien revenir un petit peu. Non, il était sommé, convoqué au CRIF, il est reparti. Ça y est, c'est fini pour lui. Bon, tout va bien, il est reparti à Barcelone. T'as des nouvelles de Valls, Faiza, peut-être? Non, je surveille pas trop les Catalans en ce moment, donc je le laisse. Je le laisse à ses activités. Mais c'est intéressant ce dont vous venez de parler parce que c'est un procédé qui existe depuis des années. À chaque fois qu'il y a une association qui est soi-disant controversée pour des raisons qu'on ignore, à l'image par exemple du CCIF, il est très courant que quand on organise quelque chose sur le thème de l'islamophobie, vous avez systématiquement, si c'est dans une université, des islamophobes, souvent des identitaires de gauche, ce dont je parlais tout à l'heure, qui interviennent auprès des universités pour demander l'annulation des conférences, pour prétextant que ils vont faire entrer entre leurs murs des islamistes, des promoteurs de l'islam politique, et du coup très souvent les universités, quand bien même elles n'adhéraient pas à ces discours islamophobes, ont peur du bad buzz et du coup renoncent. Donc on peut plus parler de Palestine, on peut plus parler d'islamophobie, on peut parler de quoi dans ce pays? On peut pas parler de racisme, on peut pas dire racisé, on peut rien dire. On peut rien dire. Noir, jaune, blanc, c'est compliqué. Heureusement qu'il y a le grand forum, hein. Allez les amis. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Le coup de cœur de notre ami Gamal Abina. Alors il veut nous emmener au théâtre. Absolument. Alors c'est quoi? C'est que explique-nous tout. Alors c'est le grande surprise pour tout le monde. Donc, la pièce s'appelle. C'est une pièce de Wajdi Mouad qui s'appelle Les Oiseaux, si je ne me trompe pas. Donc c'est tous des oiseaux pour être très précis, voilà. C'est une pièce qui dure 3h30 à laquelle j'ai assisté. 3h30? Ouais, mais ça régale. On les voit pas passer, vraiment. Ouais. Il y a un entracte? Il y a un entracte, absolument. On peut aller fumer alors. Voilà, c'est bon. C'est le fumeur que je suis demandé s'il pouvait. Ouais, moi aussi. Fumer, manger un saucisson halal. Bref, on peut tout faire. Donc c'est une pièce qui est extraordinaire dans la mesure où elle a été menée par un maître du théâtre qui est libanais, donc Wajdi Mouad, qui avait déjà fait une autre pièce qui a eu du succès à l'époque, qui s'appelait Incendie, qui a été adaptée au cinéma. Donc le particularisme de cet extraordinaire metteur en scène, c'est qu'il est toujours dans un rapport à l'émotionnel qui est très fort et dans le contre-pied inattendu. Donc pendant 3 heures, vous êtes tenu en haleine par des acteurs qui parlent anglais, allemand et hébreu. Donc on a une confrontation sur les questions moyen-orientales qui sont mises en scène et comme il aime le côté tragédie grecque, c'est une tragédie grecque quasiment littéralement. Mais ce qui est extraordinaire dans cette pièce précisément, c'est qu'il évoque beaucoup de questions liées à l'identité, à la question du racisme, à la question du passé et le nom de la pièce. Et ça joue. Alors par contre ça se joue plus à Paris malheureusement. Ça joue. Dommage. Ça se joue donc un peu partout en France, que je me trompe pas, à Mulhouse. Il faut regarder sur internet. Le site c'est quoi? Facebook? Alors sur le site vous allez sur le site du Théâtre de la Colline et il y a tous les liens. Et ce qui vaut le coup vraiment à voir, c'est de ne pas la rater parce que la mise en scène est magistrale. Merci Gamal. Autre coup de cœur à suivre tout à l'heure, celui de Razik à 17h20 et le coup de cœur musical de Faiza El Brûle. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec autour de cette table Faiza Ben Mohamed, notre niçoise, Monsieur Gamal Abina, ici présent, et Monsieur Razik Métiche, encore en pause. Non, je suis là. Ah oui, je t'avais pas vu, merde. C'est mes lunettes de soleil qui m'ont fait défaut. C'est ça. 01 40 33 9000 évidemment pour continuer et terminer de parler de cette affaire Décathlon et vous pouvez continuer de voter d'ailleurs sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Est-ce que Décathlon ont-ils bien fait de suspendre donc cette vente de ce fameux hijab qui ressemble d'ailleurs à une petite capuche hein, ça ressemble à quoi? Une petite capuche voilà. 01 40 33 9000 qui est avec nous pour clôturer là-dessus.
Kamel de Montreuil. Salut Kamel de Montreuil, comment ça va mon Kamel? Ça va très bien. C'est dur de vous avoir, hein. Quand il y a des sujets brûlants, c'est dur de vous avoir. Ouais, tout le temps en fait, tu vois, c'est tout le temps, c'est dur de nous avoir. Voilà, c'est comme ça, on est victime de notre succès. Moi, je veux vous poser juste une question. Allez, pose-nous une question, Kamel. Et je laisserai le temps de parole aux autres auditeurs. C'est gentil. Comment ça se fait qu'on pèse 5,5 milliards d'euros dans le halal et que les Français de confession musulmane sont des grands consommateurs, ils pèsent lourd dans l'économie française et on n'est pas respecté? Ça, c'est une vraie question que pose Kamel. Question. Qui peut répondre là-dessus? Ouais, directement. Alors, Gamal, vas-y. On pèse très lourd parce qu'on est de très grands consommateurs, on épargne très peu, c'est vrai. Il suffit de voir les centres commerciaux le dimanche, c'est blindé d'Arabes et d'Africains en général. Malheureusement, on ne pèse rien sur un plan électoral. Or, un homme politique, il n'écoute que les voix, il n'écoute pas les ventres. Bah, je vais dire un peu la même chose. Avant, ce qu'on disait par exemple sur l'Allemagne, pour avoir une comparaison, on disait que l'Allemagne c'était un géant économique et c'était un nain politique. On est un petit peu dans le même scénario sur la communauté musulmane de France. En termes économiques, il faut bien voir par exemple là le Ramadan va arriver très rapidement. Oui. On va voir les brochures où le musulman sera au cœur des sollicitations commerciales, économiques, etc. On a un poids et même par exemple le business du halal en France, toutes les études économistes disent que ça va être un business florissant. Je pense aux banques éthiques musulmanes, je pense au tourisme musulman, je pense voilà, il y a tout un pan de la société, enfin tout un pan économique qui va être développé. Et malheureusement, il n'y a pas encore le poids électoral où je vais même aller juste pour terminer, je vais même aller encore plus loin. Il y a ce poids électoral mais il n'y a pas la conscience d'avoir ce poids électoral. Si on reprend la défaite de Sarkozy, la communauté musulmane a survoté pour la défaite de Nicolas Sarkozy et ça a été un des éléments de bascule de la défaite de Nicolas Sarkozy. Donc peut-être aussi c'est peut-être quelque part un cheminement mental de prendre conscience de notre poids électoral en France. Kamel. Merci le professeur de la Sorbonne. Il y a de la participation. Je le prends comme une insulte ou comme un compliment? On vote, ils votent, les quartiers ça vote, il y a du clientélisme. Ils viennent nous draguer pendant les élections municipales et les élections européennes. Ils nous draguent. Bien sûr qu'ils nous draguent. Il n'est pas là le problème. Ah si, il est là. Le problème, c'est pourquoi on s'organise pas entre nous. Pourquoi qui a la clé de ce problème? La solution, on va pas la trouver chez quelqu'un d'autre. C'est chez nous qu'on va la trouver. Non, c'est une vraie question de fond. Je suis complètement d'accord. On est à la fois, on est responsable de la situation dans laquelle on est. Bien évidemment, on a une part de responsabilité. Ça, je vais pas vous contredire. Dans le secteur automobile, on pèse. Dans tous les secteurs de consommation, on est présent. Effectivement. Merci Kamel en tout cas pour cette remarque. Le professeur de la Sorbonne te remercie. Oui, qu'est-ce qu'il y a Kamel? Qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois, il y avait un invité, Abou Mouakaz. C'est ça, non? Ah, Abou Mouakaz, oui. Ouais. Ça n'engage que moi, mais je trouve que il n'apporte rien à l'émission et ses analyses ne tiennent pas debout. Bon. Sans manquer de respect. Et je sais que c'est une radio libre et ses propos n'engagent que moi. Merci Christophe. Absolument, pour la liberté d'expression. Non, mais vous êtes libre, hein. On vous a pas demandé d'aimer tout le monde en même temps, hein. Voilà. Donc, et quand vous n'êtes pas d'accord, vous prenez votre téléphone 01 40 39 000, vous venez dire, le prof de la Sorbonne, dites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci dès l'instant que cela se fait dans le respect. Il n'y a pas de problème. On a une part d'humour. Ouais, il y a un truc qui m'étonne à chaque fois, quand on parle du hijab. C'est que des hommes qui interviennent. C'est ça, je voulais Moi, je suis un peu choqué, mais... Tous ces plateaux, on est en train d'invisibiliser ces femmes, on est en train même de les rendre muettes. Ça veut dire avoir des plateaux où ça va être Valérie Boyer, où ça va être ce genre de personnes qui vont nous expliquer comment eux, dans leur perception politicienne, perçoivent le foulard en nous expliquant que c'est un instrument de domination, que c'est le symbole de l'islam politique. Ouais. Mais ça en fait c'est une vue de l'esprit et c'est une vue de votre esprit étriqué et de vos considérations politiciennes pour vous faire réélire. Si on faisait parler un petit peu les premières personnes concernées, je pense à des livres, je pense par exemple à l'enquête qu'avait fait Nadia de Melting Book sur les voiles, Nadia Moulay exactement, qui avait fait l'enquête sur voile et préjugés, en donnant la parole à ces personnes pour qu'on voit un petit peu quelles sont les logiques des actrices en portant ce voile. On nous explique que oui, que sûrement, peut-être ce sont des femmes qu'on aurait soumis, et Valérie Boyer même aurait les chiffres, ça serait la majorité. Bah qu'elle nous explique. Sorte, voilà. Enfin voilà, qu'on rende
un peu la parole à celle-là. C'est une menteuse, il n'y a pas de statistiques ethniques. Ça n'existe pas et c'est interdit. Et c'est interdit. Puis la deuxième chose aussi, il faut pas perdre de vue, c'est qu'en général, quand ils mettent des femmes qui parlent du voile, ils mettent toujours des hystériques type Lydia Guirouche. On connaît sa on l'a écouté tout à l'heure d'ailleurs. Oui, c'est une vraie hystérique, elle a des problèmes psychologiques sévères. Chaque fois, c'est des femmes qui ont des problèmes avec leur propre personnalité. Et il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi elles sont aux avant-postes quand on connaît leur vie et leur probité politique. Razika d'Orléans. Elles sont aux avant-postes, ces filles-là, quand tu regardes, les seules nanas qui s'expriment sur la question du foulard, du soi-disant oppression de l'islam et blablabla, si tu regardes toutes, elles ont à peu près le même profil, comme Sonia Mabrouk. Absolument. Comme Sonia Mabrouk, comme d'autres, je sais pas ou non. Ils sont nés au bled. Ils ont vécu là-bas ce qu'ils ont vécu et ils viennent transposer leur propre démon intérieur ici avec leur vie en France. Sauf qu'on n'a pas le même vécu, on n'est pas dans le même pays, on n'a pas les mêmes problèmes politiques, on n'a pas la même société. Et elles viennent ici en nous expliquant qu'elles ont vécu dans des pays d'oppression et que du coup il faut être reconnaissant de la France et tout ça. Mais moi ces nanas-là, elles ont pas ma vie quoi. Donc elles ont pas la légitimité de parler. Et je comprends les filles voilées qui refusent les invitations sur les plateaux télé. Bien sûr, parce que c'est simple, la première qui va y aller, ça va être le buzz de l'année. Et les réseaux sociaux vont s'enflammer, se déchaîner sur elle comme ils se sont déchaînés sur Decathlon. Là, la première qui va s'exprimer sur ce sujet, ils vont la manger. Comme ils ont mangé Atika Trabelsi quand elle avait débattu contre Manuel Valls il y a 1 an ou 2 ans. Razika d'Orléans est avec nous, 102.6, la fréquence. Bonjour Razika. Ça te rappelle des choses, Razika? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Razika. Moi, je me permettais d'intervenir parce que j'avais une remarque. Je voulais savoir où était l'indignation de nos représentants musulmans en France. Quand bien même là je m'adresse à Faiza Ben Mohamed qui a participé à la consultation des musulmans, que j'ai suivi de très près, et j'aurais voulu savoir à quel moment il y a quelqu'un qui va prendre la parole, parce que autant nous, le peuple, on a une certaine prise de conscience, ok, on est là, on veut bien donner une image, revaloriser l'image de notre islam, mais à quel moment eux vont prendre le parti avec nous en disant on est indigné face à ce qui se passe, la Grande Mosquée de Paris, le CCI, l'UOIF, etc. Ces représentants, ils font quoi? Ils sont où? Ils entendent pas ils sont au ski, je crois. Ah, ils sont partis au ski. Les bronzés font du ski. C'est vrai que là, sur cette question-là, Razika, elle a raison. Parce que la semaine dernière, quand il fallait s'indigner et s'insurger sur la montée de l'antisémitisme et blabla, ils sont tous sortis. Il y a, alors je dirais pas qui, mais il y a une association très connue qui se dit pseudo-représentante de l'islam en France. CFCM, n'ayons pas peur de le dire. Qui a pondu deux communiqués dans une même journée, c'est même pas un dans la semaine, c'est 2 dans la journée. Et là, sur cette affaire-là, moi personnellement, je travaille dans la presse, je n'ai reçu 0 communiqué, mis à part celui du CCIF. Malheureusement, mis à part les activistes qui sont engagés depuis des années sur la question de l'islamophobie, il n'y a eu aucune prise de parole sur la question du foulard, mais du hijab de Decathlon. Il n'y a même pas que celle-là. Il y en a eu les semaines d'avant, il y en aura encore. Et à chaque fois, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Alors soit ils sont comme par hasard partis au ski, mais à un moment donné, il faut que s'ils sont pas capables de prendre des positions fortes, il faut qu'ils laissent leur siège. C'est clair. Ouais, on est tous d'accord. Mais nous, on représente pas. Je me dis, à un moment donné, on va se mobiliser pour les mettre à la porte, ces gens-là. Ils sont pas élus. Ça serait bien. Mais ils sont pas élus, c'est ce que dit Gamal. Ils sont pas élus, donc. Alors, ils ont pris un siège qu'ils lâchent plus, quoi. C'est hyper compliqué. Et de toute manière, après, il y en a qui sont soutenus par des consulats, par des trucs, voilà. Et est-ce que nous, militants associatifs, est-ce que c'est notre place à chaque fois de se substituer à ces gens-là? Moi, ça me gonfle, hein. Personnellement, hier, sur la question de Decathlon, j'ai fait des centaines de retweets, j'ai posté toute la journée, tout le monde m'a dit, t'as été hyper active, oui, mais si nous, on le fait pas, bien sûr. En fait, on passe pour des acharnés, mais si nous, on le fait pas, qui va le faire? Personne. On va compter sur qui? On a personne. Merci Razika pour cette belle remarque, en tout cas. Non, j'avais pas fini parce que je voulais évoquer une histoire personnelle. Ah bah, je t'en prie, vas-y. Parce que je suis une fille de France, née en France, qui a eu l'éducation à la française, qui a décidé de porter le voile à un certain moment de ma vie. J'ai décidé de fêter mon anniversaire, du moins mes copines ont décidé de fêter mon anniversaire en septembre dernier. Je fêtais mes 35 ans. Et il s'est avéré que j'étais avec des filles non voilées. Et à la sortie du resto, les filles ont voulu aller boire un verre. Je leur ai dit, c'est hors de question, je vais pas passer, ça va être sujet à polémique. On m'a dit, t'inquiète, t'es bien entourée, etc. Je suis partie, malheureusement,
boire un verre, il était hors de question que j'enlève mon voile malgré le lieu qui n'était pas très approprié pour l'occasion, on va dire, parce que j'ai eu beaucoup de détracteurs, parce que j'ai été porté plainte, j'ai saisi le CCIS, et voilà ce que j'ai pas fait. Hein. Parce qu'on m'a dit, en gros, les anniversaires ne se fêtent pas, tu n'avais rien à faire dans cet endroit-là. Qui vous a dit ça, Razika? Qui vous a dit ça? Franchement, en toute honnêteté, c'est notre communauté qui a été la plus virulente. Mais ça m'étonne même pas. Et je vous invite, c'est toujours comme ça. Non mais qui vous a dit ça, Razika? Qui vous a dit? Non, Razika, écoutez-moi. Qui vous a dit que vous n'aviez pas à aller boire un verre et qu'il fallait pas fêter votre anniversaire? Qui vous a dit ça? La majorité de notre communauté. Et vous verrez, parce que j'ai laissé le post sur France Maghreb 2, il y a eu les échanges, il date de mois de septembre, fin septembre, il y a eu toute une série, et au final, l'histoire s'est étouffée. J'ai porté plainte avec attestation de témoins, etc. Et l'affaire s'est étouffée. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vous a refusé l'accès? En fait, je suis arrivée, pour faire court, hein, parce que après je n'ai rien à cacher, hein, je m'assume. Hein. Je suis rentrée dans un pub, il n'y a pas eu de souci. On est rentré, on était 10 nanas, on s'est posé. Là, d'un coup, il y a quelques clients qui ont été choqués de ma présence dans un endroit de soir, etc. Donc, ils sont partis voir la gérante, qui leur a dit, il y a une femme voilée à l'intérieur de votre établissement, on n'en veut pas. Elle m'a demandé de retirer mon voile, chose que j'ai refusée littéralement. Elle vous a demandé de vous retirer votre voile? Sérieuse. Exactement, dans le lieu. Et j'étais rentrée, j'étais installée, ma veste était retirée. Hein. Et elle m'a dit, de toute façon, on vous servira pas. Au final, c'est sûr quelle ville, c'est quel établissement, si on peut le dire? On peut le dire, l'établissement? Oui, c'est la Maison Blanche à Orléans. Maison Blanche à Orléans, franchement, à boycotter très sévèrement. À boycotter, hein, Maison Blanche à Orléans. Ça rappelle, on reçoit pas les noirs. Vous pouvez aller directement sur le site Facebook de la Maison Blanche, vous verrez mon commentaire. Et j'avais fait en parallèle un post sur France Maghreb 2 en pensant que ça allait porter ses fruits. J'ai eu que des détracteurs. C'est dommage, évidemment. Voilà. Merci Razika en tout cas. La Maison Blanche, ça monte pas. Il faut aussi reconnaître quelque chose, c'est que malheureusement, Razika, elle a raison, c'est que souvent les critiques les plus virulentes, elles sont pas toujours depuis l'extérieur. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Arrête à regarder ces émissions à la maison et à Fortu. Non, mais c'est de la lâcheté, ça. C'est clair et net. Merci Razika en tout cas et bon courage et vous êtes la bienvenue ma chère Razika ici. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Allez parce que là il y a beaucoup d'appels mais on va se calmer un peu parce qu'on a d'autres sujets quand même. Il faut qu'on parte en Algérie les amis. On a Fatima qui est avec nous. Salut Fatima. Allez, bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Bonjour. Tout d'abord en premier, moi je voudrais dire aux musulmans de faire un sitting devant Decathlon pour qu'il arrête de vendre les tenues de plongée là, parce que c'est la même coupe avec le truc, avec tout ça. Mais je pense pas qu'il faille attaquer Decathlon pour le coup. Franchement, on se trompe de combat. Au contraire, il faut les saluer Decathlon parce que ils ont été. Voilà. Non. Et deuxièmement. Vous avez très bien parlé, professeur de Sorbonne, et c'est un honneur d'être professeur de Sorbonne. Le nom, il va rester. Razik Métiche. Écoutez, je m'entends, c'est pour ça. C'est un grand honneur pour nous, parce qu'on nous montre que ce qui ne va pas, on nous montre jamais les gens valables, il y en a énormément. Merci Fatima, parce que le son là est pas terrible, mais en tout cas merci, le professeur de Sorbonne vous salue également. Professeur du jour le matin. J'aime cette dame qui appelle très souvent. Oui, Fatima, absolument, c'est une auditrice active. Totalement. Alors, vous continuez de voter évidemment, de répondre à cette question que l'on vous pose aujourd'hui sur France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Comprenez-vous la décision de Decathlon donc de renoncer à la commercialisation de son hijab de running? Eh bien, vous continuez de voter bien sûr et pour l'instant vous êtes majoritairement dire non, vous ne comprenez pas cette décision, même si le directeur qu'on n'a pas pu écouter, technicien qui est parti lui au ski, ne nous l'a pas fait écouter, mais il a en tout cas rappelé ce matin chez le confrère d'RMC qu'il s'agissait et avant tout de sécurité envers ses magasins et ses employés qui ont été rappelons-le, menacé. Filons en Algérie maintenant et parler de ces manifestations sur les campus en Algérie. Des milliers d'étudiants réunis dans les grandes villes pour protester contre un 5e mandat du président Bouteflika en vue de la présidentielle du 18 avril. Des cortèges d'une ampleur inédite qui ont dans l'ensemble défilé sans heurts. La jeunesse algérienne s'éveille grâce notamment aux réseaux sociaux, principaux vecteurs de mobilisation. L'Algérie compte désormais quelques 21 millions d'internautes, soit près de la moitié de la population. Et ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, Razik. Absolument.
Les réseaux sociaux qui ont été effectivement et qui ont permis l'organisation de cette manifestation pas plus tard que vendredi dernier, qui avait réuni pas moins de 100 000 personnes à Alger. On sera d'ailleurs en Algérie dans un instant. Razik, depuis tu n'as pas eu l'occasion de t'exprimer depuis donc ce déclenchement de ces manifestations anti-5e mandat. Moi, c'est une grande fierté. Enfin, vraiment, c'est une très grande fierté. Le peuple algérien que beaucoup voyaient comme moribond, comme ayant accepté de fait cette confiscation de sa voix et cette confiscation du pouvoir vient de faire une rentrée fracassante, de faire une réentrée fracassante dans la scène politique. Comme disait Ouihia, l'ancien Premier ministre à l'époque, et je vais le reprendre ces termes, le peuple, dans sa déferlante souveraine, a démontré qu'il en avait marre de cette manière de gérer le pouvoir. Il en avait marre d'être considéré comme un mineur. Il en avait marre de voir la manne pétrolière s'évaporer et parfois ne pas profiter assez au pays, à sa population. Pour remettre aussi les choses dans leur contexte, l'Algérie est un pays riche de pauvres. Ça veut dire que l'Algérie, lorsqu'on prend les grands agrégats économiques, l'Algérie est un des rares pays au monde pouvant se targuer de n'avoir aucune dette. L'Algérie a remboursé le club de Londres, qui était les investisseurs, les bailleurs privés par anticipation, ce qui était de l'ordre du jamais vu. Ça veut dire en payant à la fois la dette, les intérêts de la dette, et ce 10 ans avant l'échéancier. L'Algérie est aujourd'hui contributaire, ça veut dire l'Algérie donne de l'argent au FMI. L'Algérie est aujourd'hui un dragon en puissance. Voilà ce qu'est l'Algérie. Alger est la deuxième ville au monde parlant le français, devant Marseille et Lyon. Ça veut dire que l'Algérie, en tant que telle, l'Algérie a 75% de sa population qui a moins de 30 ans. L'Algérie est vraiment un dragon en sommeil, en termes économiques. En termes politiques, l'Algérie, et quoi qu'en disent les détracteurs, est un pays très jeune, il a à peine 60 ans. Ça veut dire que demander à un pays en 2 générations d'accomplir à la fois une guerre d'indépendance, une guerre de libération fratricide qui a coûté selon les historiens, je vais reprendre l'échelle large, entre 200 000 et 1,5 million de morts. Ensuite, lorsque vous avez dans les années 90, lorsque vous avez les grandes manifestations de 88, parce que le printemps arabe il a commencé en 88, au printemps 1988 en Algérie. Lorsque vous avez ensuite une guerre civile qui a printemps sur les mouvements en fait d'étudiants en Kabylie, qui était un peu les prémices d'octobre 88. Oui, même avant avec 82, avec le printemps berbère. Enfin, lorsque l'on voit ce bouillonnement qui a vu l'Algérie dans les années 80, et lorsqu'on voit la guerre civile qui a éclaté, le peuple algérien a acquis une certaine maturité politique et l'a acquis au prix du sang. Enfin, ça c'est une réalité historique. Et voir qu'aujourd'hui, qu'on a à la fois l'élite, les avocats manifestés, les journalistes posent des démissions car ils n'arrivent pas à couvrir l'actualité, les étudiants rentrent en selle, de voir aussi que les policiers, que l'armée n'intervient pas, qu'il n'y a aucun mort à relever, qu'il y a presque de l'entrisme entre les manifestants. Moi, enfin, réellement, voir des photos où je vois des jeunes Algériens, des jeunes Algériennes donner des roses à des policiers, voir que ce sont le même peuple, qui savent très bien qu'ils sont dans le même bateau, et que se dire que oui, peut-être c'est possible, peut-être que l'Algérie va reprendre sa marche en avant et va reprendre sa révolution. Oui, moi je suis un franco-algérien, je suis totalement et 100% les deux. Je suis fier de ce qu'accomplit le peuple, et j'espère que cela augure de bonnes nouvelles pour l'Algérie. Amina Lakri qui est avec nous et en direct depuis Alger. Bonsoir Amina. Amina. Ah bon, on n'est pas encore en liaison avec Amina du côté d'Alger. C'est vrai qu'il y a des petites difficultés. Gamal. Oui, alors là, je rejoins pas mal de points qui ont été évoqués à l'instant sur la révolution, enfin sur les révoltes arabes qui ont commencé en Algérie le 5 octobre, 500 morts tout de même. Ensuite sur les élections, les vraies élections qui ont eu lieu entre 89 et 91, sur le coup d'arrêt brutal conduit par l'armée, sur les 10 ans de trou noir qu'on a appelé la décennie noire qui ont conduit à peu près à 200-300 000 morts, c'est qu'une estimation, et surtout sur le réveil algérien qui aujourd'hui, bon an mal an, a réussi tout de même à effectivement se désendetter, ce qui est pas mal, alors qu'il y avait des résistances en face, ils voulaient pas qu'ils se désendettent. Bien sûr. Le but c'est que le pays reste endetté, que l'intérêt les paye. Sur le fait que Bouteflika, qui est arrivé un petit peu comme une sorte de héros en 99, est promis en 2012, avant son AVC, qu'il fallait transmettre le pouvoir à la jeunesse, et c'est là qu'il y a une faute monumentale de la part des dirigeants, et surtout sur le fait qu'il y a un blocage
en termes de développement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 95% d'hydrocarbures qui rapportent de l'argent au pays, 5% de produits manufacturés ou de produits dérivés des hydrocarbures. Le fait que malheureusement le secteur privé ne peut pas prendre la main parce qu'on fait tout pour le ralentir. On voit l'affaire de Rebrab avec Cevital, où on bloque ses usines à Bijaya, par exemple. Sur le fait que le secteur, la mainmise politique est tenue par des septas ou des quadras, enfin des septas ou des comment dirais-je, des gens qui ont plus de 60, 70, 80 ans, c'est horrible. La génération qui a fait la guerre. Celle qui a fait la guerre, qui était fraîche et jeune en 70 et qui est vieille et fatiguée aujourd'hui, et ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Pourquoi? Il faut qu'ils partent les pieds devant. C'est ça le problème. Là, il y a Médéci qui vient de décéder, 76 ans. C'est pas normal. Là, on a Bouteflika, président du Conseil constitutionnel, qui a toujours eu des fonctions en Algérie. Ancien ministre des Affaires étrangères. Absolument. Aussi. Qui était brillant à une époque, mais il faut qu'il arrête après. Enfin, il faut arrêter avec une dignité, le visage devant. Ensuite, on a Bouteflika, 82 ans. On a deux autres personnalités qui viennent d'être nommées à la défense, je sais pas où, à des postes clés, à la sécurité, 79 ans. Enfin, ça ressemble à rien. C'est pas représentatif de la population, finalement. Déjà, et surtout, c'est les gens fatigués. Il faut quand même qu'ils réfléchissent. On peut pas, moi je dis toujours, un vieux ne peut pas se projeter dans l'avenir, puisqu'il est vieux. Il faut laisser un jeune projeter un avenir à un pays qui est neuf. Et à 60 ans, effectivement, c'est bien fait de le dire. Le problème de l'Algérie aujourd'hui, ce qui bloque tout, c'est que il y a eu un chantage psychologique qui a tenu la population en 2011. On a dit attention, regardez ce qui se passe un peu en Libye, en Égypte, bref, tout ça. Il y a eu beaucoup de morts. Donc le traumatisme, il était récent puisqu'il avait 10 ans avant. Ensuite, ils ont maintenu la population dans l'espoir quand il y a eu l'élection en 2014 parce qu'ils ont dit que Monsieur Bouteflika irait mieux, ce qui était un mensonge. Et par la suite, ils nous ont endormis avec de beaux discours et avec un cadre photo avec le président qui était toujours présenté comme un président qui fonctionnait bien. Moi, j'ai envie de critiquer une chose qui me choque particulièrement, c'est que moi, je comprenais pas que les hommes politiques qui défilaient devant un Bouteflika complètement absent, littéralement, que ces hommes politiques nous disent il a toutes ses fonctions intellectuelles, il est parfaitement fin, vif d'esprit, enfin bref, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement le système algérien veut maintenir une image d'une Algérie qui ressemble à l'Algérie des révolutionnaires, alors qu'il n'y en a pratiquement plus, vivant, et surtout, tout ce qui est autour de l'Algérie, on a parlé de la peur de la France, qui serait traumatisée s'il y avait une déstabilisation, et c'est le dernier article que j'ai lu, qui sont d'accord pour maintenir ce système en disant mais Bouteflika va très bien. Bon, là, on a un vrai problème. Faiza, Ben Mohamed, après les deux Algériens, t'as bien reconnu, hein? Après ces deux patriotes. Voilà. Non, mais je pense que Gabal a raison. Ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi la France, elle a peur de cette déstabilisation entre guillemets de l'Algérie, même si moi je pense que l'Algérie ne sera pas déstabilisée par un changement de pouvoir. On est tous à le penser, la France, il faut être clair, elle a juste peur d'avoir une vague d'immigration à assumer. C'est tout. La France, elle voit juste son intérêt. Elle n'a rien à faire de ce qui se passe en Algérie. Elle voit son intérêt économique et son intérêt migratoire. Elle veut pas d'immigrer, mais elle veut continuer à pomper les ressources algériennes. On c'est tout ce que veut la France. On tentera de nouveau, parce que là, il y a quelques difficultés à joindre Alger et Amina Lakri, ancienne journaliste de la chaîne 3, qui sera avec nous dans un instant pour nous donner un petit peu l'ambiance qui règne un petit peu dans le pays. On est à peu près à 2 jours d'une grosse mobilisation prévue, et on parle aussi d'une grève générale qui débuterait à partir de dimanche, alors que le chef du gouvernement hier a rappelé en disant que si on voulait enlever Bouteflika, il y avait que les urnes pour le faire. N'importe quoi. Donc voilà, sachant aussi que Bouteflika présentera sa candidature officielle le 3 mars prochain. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Par contre, il s'est passé une chose inédite, nous en reparlera dans un instant, ainsi que le coup de cœur de Razik Métiche à suivre sur votre radio. C'est bien là que ça se passe, le grand forum. Et pour nous joindre, 01 40 33 9000, soyez les bienvenus, messieurs dames. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec Faiza Ben Mohamed, Razik Métiche et Gamal Abina qui sont avec nous aujourd'hui. Et nous avons retrouvé Amina Lakri depuis Alger, que nous saluons. Bonsoir Amina. Bonsoir Christophe. Bonsoir Amina. Alors donc un point sur la situation aujourd'hui en ce mercredi. Nous sommes donc le 27 février. Donc hier, grosse mobilisation des étudiants et lycéens dans toutes les grandes villes d'Algérie. Aujourd'hui, à signaler Amina, c'est ce sitting devant la télévision algérienne. Tout à fait. Alors Christophe, après le sitting des journalistes de la radio nationale hier à l'intérieur du siège de la radio, un autre sitting, un important sitting a eu lieu ce mercredi à 14h dans l'enceinte même du siège de la télévision nationale pour protester contre l'omerta autour de ce soulèvement populaire. C'est une première dans l'histoire de l'NTV. Les journalistes ont fermement dénoncé l'omerta en scandant « Nous sommes des journalistes et non pas des brosseurs ».
C'est vraiment impressionnant. Là, il faut rappeler que les marches de vendredi dernier n'avaient pas été couvertes, ni même pas évoquées par la presse nationale, ni étatique, ni privée, malgré une forte couverture de la part des chaînes étrangères. Mais vu cette situation, ces marées humaines qui gagnent de plus en plus pour dire non, les médias algériens ont fini par céder, ils en parlent, d'accord, mais présentent ces manifestations ou de simples protestations pour des réformes. À aucun moment, j'ai dit que c'est contre le 5e mandat. D'ailleurs, on pouvait bien lire sur certaines pancartes, mon métier, c'est informer et non pas désinformer. Effectivement, le slogan qui revient et le slogan unique, j'ai envie de dire, de tous les manifestants dans toutes les villes d'Algérie, c'est dire non au 5e mandat. Alors que d'autres, effectivement, comme tu l'as si bien rappelé, Amina, disaient que c'était pour demande de réforme, d'autres disaient que c'était pour le départ de ce régime. On parle non que du 5e mandat. On est d'accord, Amina? Oui, bon, contrairement à ce qui s'est passé lors du sit-in d'hier de la radio et aujourd'hui de la télévision algérienne, ils parlent ils veulent casser l'omerta. Ils veulent dire stop à la censure, hein. Parce que bon, on connaît pas on connaît pas leur opinion par rapport à ça, ou n'ont peut-être pas le droit de dire. C'est-à-dire, ils veulent peut-être pas aller loin jusqu'à dire non au 5e mandat, mais eux, ce qu'ils veulent, pour l'instant, c'est casser l'omerta et oser avoir le droit de couvrir les manifestations et telles qu'elles sont, en toute objectivité, en toute neutralité. Comment se prépare et est anticipée cette grosse manifestation de vendredi, Amina? Effectivement, d'importantes manifestations sont prévues vendredi prochain, vendredi 1er mars, dans tout le pays, à l'image de celle du 22 février, mais probablement encore plus importante, car ce qui est indéniable, c'est que beaucoup de gens voulaient manifester vendredi dernier, mais c'est le spectre de la violence qui les avait empêchés. Mais vu l'évolution des choses et le caractère pacifique des marches de ces derniers jours, beaucoup d'Algériens voudront certainement rejoindre les manifestations, surtout après l'annonce du dépôt de la candidature de Bouteflika le 3 mars prochain. Et pour les Algériens, c'est de la provocation. Donc effectivement, on attend d'énormes manifestations le 1er mars prochain. Amina, dernière question. De quelle manière sont accueillies les déclarations du chef du gouvernement hier, qui dit pour ceux qui veulent effectivement le départ de Abdelaziz Bouteflika, ils n'auront qu'à aller voter le 18 avril prochain? Sincèrement, les Algériens trouvent cela complètement ridicule. C'est des déclarations qui sont complètement farfelues, qui n'ont rien à voir avec la réalité, parce que un directeur de la campagne présidentielle qui dit personne ne peut empêcher Bouteflika de se présenter, alors que des tsunamis humains disent non en chœur depuis plusieurs jours, les Algériens ne prennent pas du tout au sérieux les déclarations farfelues de nos politiciens. C'est malheureux de le dire, c'est très malheureux de le dire, mais ils n'ont aucun respect pour le peuple. Peut-être qu'un de vous trois a une question à poser à Amina Lakri en direct depuis Alger. Déjà, remercier tous les journalistes d'Algérie pour le travail qu'ils font et pour le haut sens de l'éthique que vous avez montré et que vous démontrez tous les jours. Et non, juste un mot d'encouragement. Merci pour relayer toutes les informations que nous on reçoit. On est fiers de vous et vraiment, vous avez redonné de la fierté à tous les Franco-Algériens qui sont ici et bravo pour ce que vous faites. Absolument pareil pour moi. Merci. Et ben voilà, Amina. Faiza, peut-être un petit mot à une consoeur. Alors je suis pas franco-algérienne non plus, mais sincèrement il faut que vous sachiez que nous, enfants maghrébins, peu importe qu'on soit marocain, tunisien ou algérien, aujourd'hui, quand on voit l'Algérie défendre sa dignité, son intégrité de la manière dont elle le fait depuis plusieurs jours, on est fiers de vous et sincèrement, j'espère vraiment que le meilleur en sortira de cette petite révolte, même si elle est quand même monumentale, mais sincèrement, j'espère que l'issue la plus favorable pour le peuple algérien et que chacun puisse sortir par le haut de ce combat. D'ailleurs, elle met le doigt sur quelque chose d'intéressant, Faiza, à l'instant. Elle parle bien de dignité, on parle d'indignité. C'est-à-dire quand les dirigeants algériens disent on va quand même le présenter en face, c'est honteux.
On a perdu Amina, effectivement les communications sont pas terribles du côté d'Alger. En tout cas, sachez on sera en direct de la manifestation grâce à un confrère journaliste Khaled Drarni qui sera qui va couvrir évidemment, puis on retrouvera Amina dès demain pour nous donner des nouvelles évidemment parce que ça peut bouger. Et je voulais lui demander d'ailleurs de nous dire un petit mot pour rassurer peut-être les autorités françaises qui a priori sont inquiètes. Razik, Gamal, Faiza, ils sont inquiets de ce qui se passe en Algérie. On a vu ça à la une des BFM hier. Absolument. Algérie, la France est inquiète. Après, juste pour replacer. Oui. Il faut bien avoir en considération que la Méditerranée est un espace partagé. Ça veut dire que concrètement, ce qui impacte la rive sud de la Méditerranée a forcément une conséquence sur la rive nord de la Méditerranée. Lorsqu'on prend l'exemple de la Syrie, alors que pour autant la Syrie est pas dans la Méditerranée occidentale, elle est dans la Méditerranée orientale, donc plus loin pour le coup. Lorsqu'on voit les conséquences que cela a eu, c'est quelque part. Après, ce qui est dommage, c'est que la France ne pense qu'à ça, mais c'est une réalité géopolitique de dire qu'on est dans un ensemble qui est imbriqué, quoi. La peur de l'immigration massive, c'est tout. Oui, c'est ce que disait Faiza tout à l'heure. Et je pense en filigrane et du terrorisme aussi. Je pense avec le spectre des années 90 et de la vague d'attentats qu'il y avait eu en France à ce moment-là. Absolument. Je pense qu'il y avait ça aussi en filigrane dans l'esprit. Alors avant de prendre nos auditeurs, parce qu'ils sont très nombreux là aussi pour intervenir au 01 40 33 9000, je me suis fait un peu l'écho de la presse algérienne. La rue à défaut d'urne, donc surréel, s'exclame Liberté. Le Premier ministre Ahmadou Yahya invite les Algériens à s'exprimer, comme je disais, librement et en toute démocratie, en exerçant leur droit de vote le 18 avril prochain. Il laisse entendre que ceux qui manifestent dans la rue pour rejeter le 5e mandat pourraient empêcher Bouteflika de rempiler simplement en glissant un bulletin dans l'urne. Grotesque, lance le quotidien algérien. Les Algériens savent depuis longtemps que les élections dans leur pays ne servent qu'à formaliser un choix convenu et entériner loin d'eux le plus souvent contre eux. La fraude électorale est une réalité intangible dont personne ne doute. El Watan, pour sa part, dénonce la surdité du gouvernement. On a compris l'attitude du gouvernement du club présidentiel et de l'alliance des galaxies perdues qui se sont réunis par téléphone ou bien de vive voix pour adopter une posture commune. Il ne s'est rien passé, tout est absolument normal. 1 million de personnes sont sorties dans la rue, mais c'est normal. Ce jour-là, il faisait chaud. Il n'y avait rien d'intéressant à la télévision. La logique est donc celle-ci, poursuit El Watan. Il ne s'est rien passé de particulier. La vie suit son cours. L'élection aura bien lieu. Le régime n'a pour l'instant aucune intention de reculer. Et si les marches deviennent plus violentes, à cause de ces entêtements suicidaires, ce sera entièrement la faute à l'incivisme de la population. Commentaire aussi du journaliste et poète algérien Salah Badis, qui participait à la grande manifestation de vendredi dernier à Alger. Commentaire recueilli par Le Monde Afrique. Il a fallu 20 ans de présidence Bouteflika pour que les Algériens brisent la barrière de la peur et qu'ils retournent dans la rue, écrit Salah Badis. 20 ans pour relever ne serait-ce qu'un peu le plafond d'humiliation et de mascarade qui pèse sur eux. Les gens ici à Alger et dans les autres villes ont eu besoin de temps pour guérir du passé et pour démasquer les illusions. Et la première d'entre elles, les photos d'un président absent. Et Salah Badis de s'interroger, que se passera-t-il après cela? Eh bien, à mon avis, il répond-il, la réponse porte peu pour l'instant. Pour l'instant, ce qui importe, c'est le domaine des possibles. C'est étendu en Algérie aujourd'hui. Et puis du côté du gouvernement, on tente donc de calmer le jeu. C'est ce que relève le site d'information algérien TSA. L'apaisement, c'est la carte pour laquelle il semble qu'on ait opté en haut lieu. Chez les partisans du président, on mise sur l'essoufflement du mouvement contestation avec comme feuille de route éviter les propos provocateurs, mettre en exergue la volonté de réforme affichée par Bouteflika dans sa lettre au programme du 10 février dernier. En plus clair, poursuit TSA, on croit encore que le président sera réélu le 18 avril prochain. Sur ce point, l'heure ne semble pas aux concessions. L'offre du pouvoir ressemble à peu près à ceci. Le changement sortira de la conférence nationale, mais il faudra d'abord réélire Bouteflika. Toutefois, s'interroge TSA, qu'en pensera la rue? Première réponse ce vendredi 1er mars où une nouvelle grande manifestation est prévue à Alger. Je le disais tout à l'heure. Voilà un peu ce que l'écho de la presse algérienne, qui est visiblement très critique, bien entendu, de El Watan Liberté en passant par TSA. 01 40 33 9000, Méziane, salut. Oui, salut, bonjour à tes invités, la chroniqueur. J'ai pas retenu les noms. Bonjour à tous. Bien écoutez, moi je crois malheureusement qu'en Algérie, tant qu'il y aura l'armée sous le pouvoir et la police, il se passera rien
particulier. Il y aura le gouvernement mafieux va continuer sa répression et il passera par la force. Mais le peuple, à mon avis, moi je fais partie du peuple algérien, même si je vis en France, c'est plus facile à dire ici bien sûr, mais il faudrait qu'il demande le ralliement des pouvoirs militaires et policiers, parce que sinon il n'y a rien qui changera. Merci Méziane pour votre appel. Un petit tour du côté de Marseille avec une auditrice qui nous attend là aussi pour réagir, et ensuite on va passer au coup de cœur de Razik Métiche, aux infos zappées et au zapping. Allô, bonsoir. Oula. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, quel est votre prénom? C'est Shafika. Shafika, vous nous appelez de Marseille? Oui, c'est ça. On vous écoute. Voilà, en fait, je suis écœurée pour ces votes-là. En fait, depuis 10 ans, on attend qu'ils changent le gouvernement. Il y a toujours les pantins, celle-là, le Ouyaya, tout le monde qui parle à sa place. Mais on n'a pas vu le personnage. Ça fait 7 ans qu'il n'a pas parlé avec le peuple. Et nous ici, quand même, même si on est français, mais on est algérien avant tout. Et je veux dire, pour les votes, je ne sais pas sur qui voter. Et aussi, est-ce que vous pouvez nous aider à savoir un petit peu les autres candidats, qu'est-ce qu'ils proposent, leur programme, parce que le FLN, on connaît leur programme, ça fait 20 ans. Merci Shafika depuis Marseille. Bah alors ça va être rapide la réponse, je pense. En tout cas, Razik, Gamal et Faiza, l'opposition elle est absente. Totalement absente. Il y a Benflis qui semble sortir du bois. Il y a 2-3 petits leaders d'opposition comme Gilles Jalid qui essaient d'émerger, mais malheureusement ils sont pas entendus, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de médias. Enfin bref, c'est catastrophique. Razik, rien à rajouter. Pour qu'il y ait une opposition, il faut qu'ils puissent faire campagne dans un premier temps. Et là, la campagne, elle est fortement compromise, non seulement parce que médiatiquement, ce qui existe dans la presse, ça va être uniquement les manifestations. Ouais. Donc finalement, on n'est pas en train de présenter une alternative politique, on est en train juste simplement, pour l'instant, de dégager ce qui existe déjà. Du coup, c'est hyper compliqué pour les candidats en lice de réussir à se faire entendre dans le contexte actuel. Puis même les campagnes sont trop courtes aussi. Franchement, ils annoncent à la dernière minute, ils ont annoncé au mois de février la date de l'élection. On valide le 4 mars maximum. On valide les candidatures qui doivent être validées par le Conseil constitutionnel. Et ensuite, ils font une campagne qui va durer quoi, 3 semaines, 1 mois? C'est ridicule. Oui. Coup de cœur. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Coup de cœur de Razik Métiche, qui est d'ailleurs en lien avec le sujet qu'on vient d'aborder, je crois. Complètement. Alors ça va être un coup de cœur pour Myriam Abdou, qui était la directrice de la rédaction d'Alger Chaîne 3, qui a posé sa démission pour manifester justement son impossibilité de rendre compte des manifestations et de la situation en Algérie. Et au-delà de cette personne, c'est vraiment un coup de cœur à toute la presse algérienne, télévisuelle, radiophonique, écrite, qui écrit encore une fois en lettres de noblesse l'amour de son métier, l'amour du journalisme et l'amour de la vérité. Et vous êtes quelque part, vous êtes aussi un peu des modèles pour nous lorsqu'on veut rendre compte d'une situation et que on le fait au péril de son matériel, de son positionnement, de son petit confort et parfois de sa sécurité. Vraiment, vu de chez nous, vous êtes vraiment une fierté. Bravo. Allez, info zappée maintenant sur France Maghreb 2. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Hop, c'est là. Ok, voilà. Merci beaucoup. Les techniciens, vraiment catastrophe. Alors, dans les infos zappées, j'ai quoi? J'ai une lettre de Zafzafi qu'il a écrit justement de sa prison au Maroc et qui encourage justement les Algériens. La volonté du peuple algérien, a-t-il dit, triomphera contre les boutiques politiques et le diktat des généraux pour une Algérie libre, pour tous les Algériens. Total respect pour tout le peuple algérien, a écrit depuis sa prison Zafzafi. Total respect pour lui. Complètement. Faiza? Prise d'opposition courageuse au vu de la situation inextricable dans laquelle il est. Ouais, je crois que ce monsieur, malheureusement, il risque pas de pouvoir retrouver sa liberté avant très très longtemps. C'est le Nelson Mandela marocain ou quoi? Alors il a pris 20 ans. Il a pris 20 ans. 20 ans, c'est hyper sévère pour les faits qui lui ont été reprochés. Moi j'ai été vraiment scandalisée par la teneur de sa peine et ça prouve, tu vois, cette lettre qu'il écrit au peuple algérien, c'est une lettre ouverte, elle prouve que toutes les prisons du monde ne suffiront pas à enfermer les idées.
Exactement. Dans les infos zappées, tiens, j'ai du Tariq Ramadan, messieurs dames, qui annonce, selon RTL, porte plainte contre ses accusatrices. Toujours sur le RTL, donc dépose aussi bien plainte contre Enda Yari, également Christelle, mais aussi Mounira Bouche, c'est pour ça, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. Voilà. Donc voilà, il dépose plainte. Donc, et selon 20 minutes, il s'agit pour toutefois d'une contre-attaque symbolique, puisque rappelons quand même, c'est important de le rappeler, la procédure prévoit que les plaintes pour dénonciation calomnieuse ne peuvent pas être instruites tant que les accusations initiales ne font pas lieu d'un non-lieu. Voilà. Donc pour l'instant, Tariq Ramadan passe à l'offensive en portant plainte donc contre ces 3 accusatrices pour lesquelles il avait été, rappelons-le, placé en détention pendant 9 mois. 9 mois. Je connais bien le dossier d'ailleurs. Ah oui. Oui, parce que j'étais entendu dans ce dossier. Que ce soit symbolique ou pas, sincèrement, il a raison de le faire. Parce non, mais c'est bien de le dire aussi, Faiza, que ce soit symbolique, parce que pour l'heure, les accusations dont il est accusé. Pour déposer une plainte en dénonciation calomnieuse, il faut avoir été condamné. C'est ça. Pour justifier du préjudice. Mais dans tous les cas, je suis désolée, mais il a eu raison de le faire, parce que dans mes activités de presse, j'ai eu accès à certains éléments du dossier. Alors certes, il y a certaines des plaignantes avec qui il y a désormais la preuve et la certitude qu'il y a eu des relations sexuelles, mais a priori il n'y a aucun élément qui tend à démontrer un quelconque viol, une atteinte sexuelle ou quoi que ce soit. Donc je pense sincèrement qu'il a raison de le faire. Et j'espère qu'elles vont être condamnées. Alors moi je vais être très clair, j'ai été entendu dans ce dossier en faveur de Ramadan, je le connais pas particulièrement. En revanche, je connais une des plaignantes dont je ne parlerai pas maintenant parce qu'il y a une procédure. Mais pour tout vous dire, il a fait cette plainte, c'est pas symbolique seulement. C'est que le 14 de ce mois-ci, donc du mois de mars, il doit y avoir une peut-être démise en examen, et si elle est prononcée à ce moment-là, la plainte est effective. Et comme le dossier était vide, semble-t-il, et que ça semble vérifier qu'il y a eu des collusions entre les plaignantes, eh bien à ce moment-là, ça risque d'être une affaire qui va faire beaucoup de bruit pour la suite. Razik, oui, on peut voir que l'on est, on en est pas qu'au début, mais l'affaire Ramadan est loin d'être terminée. C'est un énième épisode et ça relève presque de la technicité du droit que de porter plainte en diffamation ou pour dénonciation calomnieuse lorsqu'on se rend compte que la procédure dans laquelle vous étiez accusé et pour laquelle vous êtes toujours prétendu, enfin pour laquelle vous bénéficiez toujours de la présomption d'innocence, ça relève presque de la technicité du droit, quoi. Alors autre chose, c'est pas vraiment une info zappée, mais c'est une information importante quand même. C'est une explosion qui s'est produite ce matin, et un grave incendie, un grave accident de train qui s'est produit dans la principale gare du Caire en Égypte. Le dernier bilan en ma possession est très lourd, hein. Une vingtaine de morts et au moins plusieurs blessés, donc accident grave ce matin survenu à la gare du Caire. Affaire à suivre. Dans les infos zappées, Netanyahou qui est à Moscou. Le Premier ministre israélien espère convaincre Poutine d'empêcher son allié iranien de s'enraciner en Syrie. Le chef de la diplomatie iranienne lui reste finalement à son poste. La démission de Mohamed Javad Zarif a été refusée par le président Hassan Rouhani, sachez-le. Voilà ce que j'ai dans les infos zappées pour aujourd'hui. Bon le zapping il va passer à la trappe, hein, désolé. On n'aura pas le temps puisque voici le coup de cœur de Madame Faiza Ben Mohamed. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et avant le grand débat, bien sûr, dans un instant, vous allez pouvoir nous formuler vos propositions, vos doléances. C'est un coup de cœur musical que nous propose Faiza. Alors, je te propose de nous présenter et ce pourquoi tu l'as choisi. C'est une chanson qui est sortie, enfin que j'écoutais beaucoup moi quand j'étais adolescente. C'est Freeman et Cheb Khaled qui chantent pour l'Algérie, et en fait, ils ont un chant. Si tu veux, ils ont le spectre de Freeman, c'est celle de la vie d'un enfant de la diaspora algérienne qui vit en France et qui, à cause de la décennie noire, ne pouvait pas rentrer et qui chantait vraiment pour la dignité et le retour à la paix en Algérie et tout ça. Et je pense que là, dans l'état actuel, dans l'état politique en tout cas du pays, cette chanson et ses paroles, elles résonnent particulièrement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct pour les quelques dernières minutes qui nous restent sur votre radio France Maghreb 2. Et place maintenant au grand débat parce que il est important aussi d'y prendre part et d'écouter vos doléances, vos propositions.
qui depuis le début d'ailleurs sont absolument très bien, extraordinaires. Donc on va envoyer tout cela, on va transmettre tout cela à l'issue de ce grand débat qui se termine normalement le 15 mars à l'Elysée. On nous envoie, on nous balade de service en service, mais on ne lâche pas l'affaire pour être reçu par quelqu'un à qui le remettre, finalement, à qui remettre ses propositions. Alors les chroniqueurs et chroniqueuses font également leurs propositions. Du coup, Gamal, j'ai encore pas noté la tienne. Quelle est ta proposition, monsieur Gabel Abina? Moi, ma proposition, elle est très simple. C'est la maîtrise des prix, tout simplement, la baisse éventuelle des prix, mais surtout la question du logement. J'ai entendu ça il y a peu. Quelqu'un qui disait qu'une personne qui est 25 ans dans HLM devient propriétaire. Et c'est une idée extraordinaire. Parce que là, pour le coup, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir ta propriété, de pas de reprendre celle des autres. C'est une idée que j'ai eue, moi, pas sur 25, mais sur 15 ans. Je considère que quand on y est depuis 15 ans, c'est quasiment, on est propriétaire de fait, et on devrait rajouter 5 ans pour la décoration, pour payer une sorte de crédit comme ça, libératoire. Et une fois qu'on est propriétaire, à ce moment-là, on libère énormément de pouvoir d'achat parce que le poste qui prend le plus d'argent qui occupe le plus d'argent dans les dépenses, c'est clairement le logement. Donc si on libère la partie logement, on a un pouvoir d'achat qui décuple. Donc c'est plutôt ça, ma proposition, c'est une question de logement, je pense. Donc toi, tu préfères baisser à 15 ans? Oui, baisser à 15 ans et puis surtout proposer, j'ai envie de dire que tout le monde devienne propriétaire de son HLM. Razik. Alors j'en ai plein, je sais même pas par laquelle commencer. Je suis totalement d'accord à ce qui vient d'être dit. Sur Bobigny, nous à l'époque, on avait un petit peu travaillé sur le dossier, pareil en disant qu'au bout d'un moment, lorsqu'une personne est dans un HLM depuis 15, 20, 30 ans, 40 ans, plus de 40 ans pour certains, ça n'a aucun sens de payer encore un loyer. Il faudrait payer juste des charges. Donc je suis totalement d'accord. Après moi, il y a deux, trois choses qui me tiennent vraiment à cœur. Déjà, le thème de la transparence en politique, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, et encore plus de la transparence des exécutifs locaux. Lorsqu'on est maire de sa ville, Jules César il disait par exemple, vaut mieux être le premier dans son village que le deuxième à Rome. C'est encore valable aujourd'hui. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes maire dans votre ville, vous disposez d'un certain nombre de pouvoirs qui sont considérables. Il n'y a quasiment personne qui va mettre le nez là-dedans. Il y a la Cour régionale des comptes qui met le nez là-dedans et qui va donner des avis pour épingler, mais sauf que ces avis ne sont que informatifs, consultatifs. Il faudrait qu'ils deviennent obligatoires avec obligation pour les mairies épinglées dans des malversations, dans du clientélisme, de se mettre en conformité avec la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. On peut pas se contenter d'avoir une participation électorale qui parfois est à 15%. Je pense à la législative partielle qu'on a eu l'année dernière sur le territoire de feu Monsieur Valls. On a eu une participation de 18%, de 15% dans certains quartiers. Ça n'a strictement aucun sens. C'est que le contrat social est rompu. Donc au bout d'un moment, on peut pas prendre acte du statu quo. Il faudrait peut-être faire bouger les lignes et soumettre peut-être la question du vote obligatoire. Oui, peut-être que là aussi, peut-être que si on avait une autre participation, peut-être que les politiques nous dénigreraient pas autant. Lorsque vous êtes dans un quartier et que le politique prend les résultats des élections précédentes, lorsqu'il dit dans le quartier X, ça a voté à 80%, c'est un quartier pavillon, dans le quartier Y, qui est un quartier populaire, ça a voté à 20%, il fera des propositions pour plaire au quartier pavillonnaire et pas au quartier populaire. Donc peut-être inverser la tendance de participation électorale, peut-être que ça changera aussi le débat politique. Bon, eh bien formidable, messieurs, bravo. Gamal et Gamal, on rappelle donc toi c'est revoir quand on a été habitant d'un appartement HLM au moins pendant 15 ans, on en devient donc propriétaire. L'auditeur lui parlait de 25 ans. Et toi Razik, c'est la transparence politique quand une mairie est épinglée, elle se doit de comme se remettre en conformité. Absolument. Et chose intéressante, donc remettre sur la table aussi le droit de vote obligatoire. Absolument. Voilà pour des propositions concrètes qui seront transmises en tout cas à l'Elysée à l'issue de ce débat. Eh bien on arrive pile à 18h. Merci à vous tous et vous toutes. Faiza, merci beaucoup pour ta performance parce qu'on va le dire aux auditeurs, t'es malade donc et t'as été open aujourd'hui et au fait comme d'habitude ma chère Faiza, t'es une vraie lionne. Le spectre. Comme d'habitude. À la semaine prochaine, je serai là, grippé ou pas, je serai là. Bon, oui, on compte sur toi en tout cas. Merci beaucoup Faiza Ben Mohamed. Et vous pouvez aller lire les articles de Faiza Ben Mohamed qui est écrit sur le site de France Maghreb 2. D'excellents articles. Ouais, absolument. Donc allez-y, ils sont super lus. Il y a de la visite de plus en plus. www.francemaghreb2.fr. Voilà. Mon cher Gamal, à la semaine pro. À la semaine prochaine avec plaisir. Merci mon Gamal, on va te voir sur RT, toi c'est sûr. C'est probable dans les jours qui viennent. Bon, et mon Razik, tu pars pas en voyage pour l'instant? Si, peut-être à Marseille au Vélodrome.
Parce que ça m'a trop manqué. Ça, c'est pas un voyage, ça. Non, c'est pas un voyage, c'est plus que ça. C'est plus qu'un maillot, c'est une passion. Oui, voilà. Bon, ok. Pour quel match? Marseille-Lyon, je pense. Ah, tu vas aller manger du Lyonnais, toi. J'ai envie de manger du Lyonnais. J'ai envie de manger du Jean-Michel Aulas. Ça fera plaisir à notre ami Chebaiki qui sera avec nous demain d'ailleurs. On le saluera comme ça. Bien sûr. Bonne soirée à tous. Merci de rester à l'écoute de votre radio France Maghreb de demain. Retour avec Yasser Louati, avec non pas Razik, parce qu'il était là aujourd'hui, mais avec Mehdi Chebaiki. Il est exactement 18h sur France Maghreb 2. Excellente soirée à vous. Et c'est Benoît Grossin pour les dernières infos. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Après Renault-Nissan, une autre alliance internationale dans l'industrie connaît une crise, celle d'Air France KLM. Après l'entrée sans prévenir de l'État néerlandais dans le capital à 12,7%, le chef de l'État réclame aux Pays-Bas des clarifications. Le ministre de l'économie des éclaircissements sur cette opération qu'il qualifie d'incompréhensible. Bruno Le Maire va recevoir dans les tout prochains jours à Paris son homologue néerlandais. La France, qui détient 14,3% d'Air France KLM, en est le premier actionnaire. L'accord de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ne peut être négocié. Le moment est venu pour les Britanniques de faire des choix. Déclaration ferme d'Emmanuel Macron en réaction aux nouvelles propositions de la première ministre Theresa May en vue de prolonger les pourparlers avec Bruxelles afin d'éviter une sortie sans accord le 29 mars. Une motion doit être votée ce soir par la Chambre des communes à Londres. Elle prévoit, en cas d'échec des discussions, un possible report du Brexit. Ambition et optimisme affichés à l'ouverture du sommet d'Hanoï. Donald Trump et Kim Jong-un se sont serrés la main devant une rangée de drapeaux américains et nord-coréens avant de s'exprimer brièvement. En rivalisant de bonne volonté, Kim Jong-un a promis de faire de son mieux pour que cette nouvelle rencontre soit un succès. Donald Trump a déclaré s'attendre à une réussite, à un résultat encore meilleur qu'au premier sommet il y a 8 mois à Singapour sur le dossier de la dénucléarisation du régime de Pyongyang. Une rencontre entre Donald Trump et Nicolas Maduro, c'est ce qu'a demandé aujourd'hui à l'ONU dans un discours au Conseil des droits humains à Genève le chef de la diplomatie vénézuélienne. Nicolas Maduro est prêt, assure-t-il, au dialogue avec les États-Unis pour tenter de mettre un terme à la grave crise politique. Washington, parmi les pays ayant reconnu l'opposant Juan Guaido comme président par intérim légitime, a menacé d'une intervention de passer à l'acte en réaction au récent refus de Caracas de laisser entrer de l'aide humanitaire au Venezuela. Il a fait presque aussi chaud en France aujourd'hui qu'au Venezuela avec 20,9 degrés Celsius en moyenne en métropole cet après-midi. Température digne d'un mois de mai. Selon Météo France, un record est battu pour cette période de l'année, celui de 20,2 degrés en moyenne datant du 28 février 1960. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.